à toutes et à tous dans les podcasts d'Epsilon. Ce soir, le deuxième épisode de la série Le corps en thérapie. Nous sommes en mai 2022 et ce soir, nous parlons du corps en mouvement en danse-thérapie. Pour parler de cette question, ce soir avec moi, Sandra Wall. Sandra, tu es du coup danse-thérapeute à Nantes. Tu as une activité en libéral. Tu proposes des accompagnements en individuel pour différents types de publics, mais tu proposes également des ateliers de danse libre, du coup, en groupe. Tu interviens également dans plusieurs associations à Epsilon, bien sûr, mais on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Tu interviens dans d'autres associations, comme la Libre Association, où tu proposes des ateliers de libre expression auprès de personnes exilées. Et enfin, tu travailles au sein de l'association IRIS, où tu participes au projet de prévention autonomie à destination des personnes âgées et également des aidants. Voilà, tout à fait. Je te propose, Sandra, pour commencer cette émission, de présenter la danse-thérapie en quelques mots pour que nos auditeurs et nos auditrices se représentent un petit peu de quoi il s'agit avant d'entrer dans le détail. Alors, la danse-thérapie, c'est accompagner la personne à travers le mouvement dansé. Et chaque danse-thérapeute va développer ses propres outils et aura sa propre définition de ce qu'est la danse-thérapie. À mon sens, la danse-thérapie, c'est une médiation. D'abord, cette médiation, elle est portée sur la mobilisation du corps et des émotions à travers la création de mouvements. Et tout ce travail est favorisé par la relation d'aide et axé aussi sur l'intégration psychocorporelle de la personne. Peux-tu nous parler un petit peu de l'histoire de la danse-thérapie, depuis quand finalement cette pratique est justement mise en œuvre et de quoi est-ce qu'elle est née? Les pionniers étaient anglo-saxons. La danse-thérapie, elle s'est développée essentiellement pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, elle est née du croisement de différentes techniques de danse et avec les courants psychanalytiques et psychothérapeutiques. Il y a, à mon sens, trois grands précurseurs de la danse-thérapie. Il s'agit de Rodolphe Laban, qui était danseur, chorégraphe, pédagogue et théoricien de la danse. Ensuite, il y a eu Marianne Chase. Et puis enfin, Mary Whitehouse, plus sur le mouvement authentique. Les trois pionniers que tu viens de nous présenter, ce sont à l'origine des danseurs. Ils sont tous en fait issus de la danse moderne et puis ils ont été ensuite influencés par des courants psychanalytiques différents et ont élaboré à partir de leur pratique de la danse, leur pratique ensuite de danse-thérapie. C'est un petit peu ton propre parcours, je crois. Oui, oui. C'est vrai que je me nourris de ma pratique de danse classique, moderne, contemporaine et aussi un peu danse-théâtre. Aujourd'hui, je puise dans ces différentes techniques de danse et aussi les différentes approches de danse-thérapie qui existent. Donc évidemment, je vais avoir certaines tendances, certaines préférences, mais je m'autorise parfois à utiliser d'autres outils qui sont un petit peu différents de ce que je pratique en tant que danseuse, mais qui correspondent plus aux besoins ou aux attentes de la personne. Du coup, tout à l'heure, tu disais, Sandra, que chaque danse-thérapeute avait une manière spécifique de travailler en danse-thérapie. Effectivement, les thérapeutes, de manière générale, ont une manière subjective, hein, de toute façon, de travailler. Mais est-ce qu'en danse-thérapie, on peut repérer quelques courants principaux ou quelques manières principales de pratiquer la danse-thérapie? Mary Whitehouse, dont je parlais tout à l'heure, et puis aussi Janet Adler, qui a suivi son enseignement. Toutes les deux, elles se sont concentrées sur le mouvement authentique. Il est issu de la pratique jungienne de l'imagination active. C'est le mouvement les yeux fermés et à l'écoute de ce qui nous traverse. Il y a eu Marianne Chase, donc avec son travail de symbolisation, communication et socialisation. Là, on va être du côté d'une danse non axée sur la performance et du côté d'un symbolisme assez fort.
Rudolf Laban, lui, et puis Bartoniev, qui a suivi aussi son enseignement, se sont, eux, concentrés sur les processus de construction du mouvement, les phases de coordination gestuelle. Et puis aussi, chez eux, il y a beaucoup l'expressivité du geste. Ensuite, il y a le travail en miroir qui a été développé par Hélène Siegel et Rose Geithner. C'est un concept vraiment inspiré de Freud. Et il s'agit de la restauration narcissique à travers le fait de bouger en face à face et d'effectuer des mouvements similaires. Il y a Ernst Duplan, puis Franz Schott-Billman, qui exerce toujours aujourd'hui. Là, il s'agit d'expression primitive avec du rythme, l'idée du groupe choral qui offre une résonance, et puis aussi le rituel. Là, du coup, dans ce type de danse-thérapie, il y a quelque chose qui va être peut-être rattaché à une spiritualité ou à une mystique? Elle se base parfois sur des contes ou des histoires qui sont traduits par des gestes, les gestes eux-mêmes issus d'un vocabulaire traditionnel, voilà, de certaines cultures africaines, et avec ce rythme très fort, marqué par l'ensemble du groupe. C'est l'idée de quelque chose qui supporte le groupe dans une dimension symbolique. Il s'agit du rituel qui se transmet voilà, de génération en génération. Donc, il y a toute l'idée de ce transgénérationnel et d'une tradition de partage en groupe des événements importants de la vie qui va se refléter à travers cette pratique-là. Et puis enfin, on a le mythodrame instauré par Laura Schelin, qui elle-même était danseuse avec Martha Graham, une chorégraphe américaine de l'après-guerre également, avec des jeux scéniques, des représentations symboliques de toute la mythologie grecque. Tous ces différents précurseurs en fait, donnent des pistes aux praticiens d'aujourd'hui dont on peut s'inspirer au cours de nos séances. Est-ce que tu t'inscris plus particulièrement dans une de ces orientations ou est-ce que tu vas plutôt justement piocher en fonction des situations dans ces différentes techniques? Donc moi, je vais plutôt travailler avec des concepts issus du courant Laban. Lui, il a beaucoup développé de techniques autour de ce qu'il appelle centre de légèreté, qui est plutôt situé autour de la cage thoracique, et le centre de gravité qui est au niveau du bassin. Et en fait, la conscientisation de ces deux parties du corps et puis comment elles interagissent, comment elles se répondent l'une l'autre, ça c'est au centre de ma pratique. Et puis en ça, je m'éloigne un petit peu de l'approche d'Isadora Duncan qui, elle, centrait le mouvement autour du plexus solaire, donc situé sous la pointe du sternum, qui est quelque chose finalement d'assez haut dans le corps. Ensuite, le mouvement authentique est aussi très intéressant à utiliser à certains moments. Je m'en inspire beaucoup. À s'autoriser à fermer les yeux par moment, ça peut permettre parfois une plus grande liberté dans les mouvements. À partir de ça, j'aime tout de même inviter la personne à rester connectée à l'autre dans son mouvement. Donc, il y a des phases alternées, les yeux fermés, les yeux mi-ouverts, les yeux ouverts. Parfois, j'utilise aussi beaucoup le rythme, donc l'expression primitive, qui est quelque chose d'un peu plus combatif quelque part. Finalement, je vais piocher dans de nombreux concepts, mais c'est vrai qu'à l'origine, moi, je viens de la formation Laban et de ces outils d'analyse du mouvement. Quelle différence tu ferais, ou quelle différence il y a tout simplement, entre un atelier de chorégraphique d'exploration qui peuvent être proposés par différentes compagnies de danse contemporaine notamment. Donc, quelle différence on fait entre ce type d'atelier chorégraphique d'exploration, des ateliers de danse libre ou une séance de danse-thérapie? À mon sens, la différence essentielle,
se situe dans la définition des objectifs. À partir du moment où on fixe un objectif thérapeutique, le suivi de la personne ne va pas du tout être le même que lors d'ateliers d'expression corporelle ou de danse libre que je mène par ailleurs. Et c'est un travail complètement différent que celui de la recherche chorégraphique. Quelqu'un qui se dit, ben moi, je sais que la danse, ça me fait du bien, je me sens mieux après avoir dansé, par exemple. Selon toi, comment on peut guider les personnes qui nous écoutent vers telle ou telle approche? Tout d'abord, peut-être l'envie de la personne d'être au sein d'un groupe et d'interagir avec les autres membres du groupe. Et puis ensuite, son niveau de pratique. Alors, pour faire de la danse-thérapie, il n'y a pas besoin d'avoir pratiqué avant. La personne pourra sentir si son envie est finalement d'évoluer au sein d'un groupe avec un but d'exploration, je dirais, ou si elle a envie de créer un lien avec un témoin privilégié, une personne qui va la suivre dans son évolution avec un objectif très précis et centré sur elle. Est-ce qu'il y a des étapes définies dans ta manière de travailler? Pour ma part, comme dans tout travail thérapeutique, il y a une question d'alliance thérapeutique à tisser et à partir du moment où on sent qu'elle est bien installée, le travail thérapeutique à proprement parler peut vraiment commencer. Si on essaye de s'imaginer dans une séance de danse-thérapie, donc on imagine qu'on va bouger, mais est-ce qu'on va parler? Oui, oui, même avant le temps d'échauffement, j'aime avoir une petite, entre guillemets, une petite météo du corps de la personne, savoir s'il y a des gênes ou éventuellement des douleurs. Ensuite, le travail avec l'outil de la danse peut commencer, mais on y va très progressivement, donc il y a quand même un guidage, soit par le mouvement, soit par la voix, ou les deux. Ensuite, cela évolue vraiment au rythme de chaque personne. Et en fin de séance, là, c'est le moment de définir certaines choses qui ont pu se passer en séance. Voilà, le moment d'échanger sur les éventuelles hésitations aussi, sur les envies, les ressentis de la personne et peut-être les images qui lui sont arrivées pendant l'exploration. Donc, c'est un moment très important de symbolisation de l'expérience. Et du coup, est-ce que on peut envisager qu'il y aurait des problématiques particulièrement propices à un accompagnement en danse-thérapie? Je pense que la danse-thérapie, elle peut permettre de vraiment se reconnecter à son corps, de se reconnecter à l'autre aussi, à travers son corps, ses mouvements. Cela peut s'adresser à des personnes qui font face à des troubles chroniques ou bien qui se trouvent dans des situations, des étapes de vie peut-être un peu difficiles. À ce jour, il n'y a pas vraiment de contre-indication à la pratique de la danse-thérapie. Toute notre vie est composée de gestes. Le corps est le reflet de notre inconscient, la façon dont on s'adresse aux autres, dont on se déplace, dont on regarde les autres, dont on se tient debout, à laquelle on marche. Tout ça, c'est notre inconscient qui parle. Ce n'est pas notre corps à la minute même du présent, c'est toute notre histoire, toute notre civilisation et surtout notre éducation. Alors, on vient d'écouter l'émission Quand le corps nous parle, diffusée sur France 3 en octobre 1976. Qu'est-ce que cette archive t'évoque, Sandra? Le corps est très parlant, parfois malgré nous même. Ça me fait penser à toute la lecture non verbale et puis de ce qu'on projette nous-mêmes avec le corps de façon plus ou moins consciente.
Donc, les gestes sont assez représentatifs de ce qui peut traverser la personne ils reflètent vraiment des envies, des pulsions assez profondes. Tout ce condensé qui vient d'évoquer autour des désirs, des pulsions inconscientes, autour de ce qui est de l'ordre de la culture, autour de ce qui est de l'ordre de l'éducation. Est-ce que toi, dans ce que tu peux observer dans tes accompagnements, il y a vraiment ce condensé de tout ça? Je dirais que dans le geste dansé, il y a des stéréotypies qui reviennent, que la personne utilise voilà, parce qu'elle est confortable avec ces gestes-là, parce qu'elle les connaît. C'est un peu emprunter des chemins bien familiers du corps. Et donc ces gestes-là, ils sont essentiels pour permettre ensuite de développer d'autres gestes. Donc c'est un peu un aller-retour entre des gestes observés depuis l'enfance peut-être chez l'entourage et qu'on reproduit. C'est peut-être aussi des gestes appris, en fait, des gestes un peu chorégraphiés, appris soit lors de cours de danse ou bien au cours d'autres techniques corporelles. Ils font partie de la mise en mouvement qui est nécessaire après pour aboutir à un travail qui serait plus de l'ordre de l'improvisation et du lâcher-prise, en fait. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que ces mouvements un peu spontanés qui sont issus d'une forme d'apprentissage, c'est ce que tu vas permettre, on va dire, de mettre d'abord au jour dans une première phase, parce que ça met le corps en mouvement, ça crée une familiarité aussi, quelque chose d'un peu confortable et de rassurant, parce que connu, mais que ton travail va être aussi d'amener le corps à bouger autrement. C'est vraiment l'idée. On va partir de là où en est la personne, on va utiliser ce avec quoi elle est confortable. Moi, je vais proposer de la matière en miroir, justement, et la personne, voilà, après pourra aussi naviguer entre cet espace nouveau que je propose moi, son espace à elle, et puis créer ensuite sa propre matière improvisée. Du coup, on a commencé là, un petit peu déjà à parler du corps en mouvement, hein. On a après cette introduction autour de la définition de ce que c'est que la danse-thérapie pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien de quoi il s'agit. On commence là déjà un peu à parler de la question de la place, en tout cas, du mouvement du corps en danse-thérapie plus spécifiquement. Mais je vais quand même te poser une question très directe que j'ai posée aussi à Marie lors de notre premier épisode. Quelle est la place du corps en danse-thérapie? Le corps, aussi bien celui de la personne et celui du danse-thérapeute, occupe une place essentielle, une place centrale, d'où d'ailleurs l'importance des procédés d'observation. Mon corps, en fait, est à la fois mon outil d'intervention et mon outil d'observation. Et ces outils-là me viennent donc de ma formation Laban. Ce chorégraphe, il a développé beaucoup de notions techniques de lecture, de mouvement, selon des grilles d'analyse. Et donc ces grilles, elles me permettent de lire les mouvements et d'y répondre en fait corporellement, d'y répondre simultanément ou en différé dans la séance. Et puis ensuite, il y a tout un travail de retranscription de certains éléments après la séance. Cette grille, elle aide aussi après coup à analyser ce qui s'est produit en séance. Et quand tu parles là de lecture du corps, hein, d'une certaine manière, ou de lecture du mouvement du corps, qu'est-ce que tu décodes en fait précisément? Par exemple, je vais m'attacher à la forme que prend le corps. Voilà, est-ce qu'elle est arrondie? Est-ce qu'il y a des angles? Par exemple, il va y avoir le phrasé. Donc, en fait, ça, c'est la façon dont la personne lit les mouvements. Il va y avoir aussi des notions d'espace, l'espace occupé, l'espace inoccupé, et puis aussi de déplacement dans l'espace. Et puis enfin aussi l'interrelation en fait, tous les mouvements
qui m'interpelle, qui m'invite au dialogue. Le flux du mouvement également, la notion de poids. Donc, toutes ces petites notions, en fait, elles vont me servir à lire et à être en dialogue avec la personne. Parfois, lors d'exploration, je sens qu'il y a un besoin d'aller dans des mouvements vifs. Je vais laisser cette résonance se faire. C'est-à-dire que moi aussi, je vais aller dans des mouvements un peu plus vifs, par exemple. Dans l'utilisation de l'espace, si je vois que la personne est beaucoup dans les courbes, mes lignes entre guillemets, pourront aussi être un support pour elle, pour se différencier. Donc voilà, on peut comme ça osciller entre le travail en miroir, donc la résonance de ce que je vois, ou bien on peut offrir le contraire pour que la personne puisse s'appuyer dessus et se différencier, si ça fait sens. Bon, alors, j'imagine que les vécus corporels sont différents pour tout un chacun, mais est-ce qu'on peut faire ressortir des traits un peu communs de ce qui peut être vécu en danse-thérapie sur le plan corporel? Le vécu corporel, en fait, il passe par, tout d'abord par l'attention qu'on porte à notre corps et au ressenti. Donc, j'invite beaucoup les personnes à prendre conscience des appuis dans le sol. Et voilà, est-ce que ça procure comme sensation cet appui-là, par exemple? Je vais encourager au cours d'une séance, à plusieurs reprises, le ressenti corporel. Quel est-il à ce moment-là? Est-ce que les pieds sont bien ancrés au sol? Les bras, est-ce qu'ils sont larges ou au contraire, est-ce qu'ils sont rassemblés autour de soi? Je vais beaucoup parler ça au cours de la séance, surtout en début de suivi, pendant toutes les premières séances, le vécu corporel au moment du mouvement et puis à la fin, bien sûr, lors des retours qu'on peut se faire verbalement, c'est à la base de ma pratique en fait. La danse peut apporter un certain apaisement, tout comme elle peut dynamiser, énergiser le corps. Ça dépend vraiment de la personne et puis du coup de la technique que je vais utiliser avec elle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'objectifs ou d'attentes qui peuvent revenir de la part des bénéficiaires? Alors les objectifs, ça peut être juste de se connecter au corps, d'avoir un petit peu plus d'aisance dans les mouvements. Il peut y avoir aussi un besoin de moins mentaliser, d'accorder un peu plus de place au corps, à l'improvisation en fait, de distraire l'esprit, enfin au sens l'enlever de peut-être certaines ruminations, peut-être de diminuer certaines douleurs corporelles à travers le mouvement. Les objectifs sont très variés. Il s'agit là finalement d'avoir une meilleure conscience de son corps, des capacités du corps, des besoins du corps aussi parfois de s'étirer, parfois de se rassembler, de se mettre en boule, de sentir le corps dans son ensemble et aussi toutes les différentes parties du corps finalement, comment elles s'articulent ensemble, quelle émotion ou quel ressenti cela apporte et puis aussi la capacité d'avoir accès à tout ça, d'avoir accès à cette conscientisation plus rapidement, plus immédiatement en situation de stress. Voilà, être capable de sentir le sol, de sentir sa respiration. Tout ça, ça peut profiter à la personne vraiment longtemps après le suivi. Et puis, il y a aussi toutes les facultés de créatrice et puis des facultés cognitives, se concentrer sur une certaine façon de bouger, s'orienter dans l'espace par rapport à la lumière, par rapport à l'autre, puis la mémorisation aussi peut-être. Quelle est la place du soin par la danse ou de la danse soin, de la danse qui soigne? Voilà, on peut utiliser différentes formulations dans notre culture occidentale. Alors, la danse soin, comme tu la nommes, elle a toujours existé. On voit sur certaines peintures rupestres du Paléolithique un chaman qui danse avec ses fourrures
sur le dos. Dans les traditions hindoues, la danse est très très présente avec la notion de danseur cosmique qui soutient avec sa danse le rythme sans fin de l'univers. Et finalement, la danse, elle a été là auprès de tous les peuples, à toutes les époques, avec des séquences qui symbolisaient différentes étapes de vie. Elle a pu soutenir les sociétés traditionnelles. Voilà, tout était fêté, représenté à travers la danse. La guerre, la paix, les mariages, puis aussi les enterrements, l'agriculture aussi, tous les semis, les récoltes. Et puis ensuite, il y a la notion de rituel au Brésil, notamment en Afrique, mais également en Europe. Au sud de l'Italie, il y a le tarantisme. Et puis en Sardaigne, l'argia. En Grèce, en Bretagne, beaucoup de danses analogues. On peut voir comment la danse, très liée à la religion, hein, finalement, a pu s'inscrire véritablement dans le fonctionnement de chaque société. Le rituel de guérison Vimbusa s'est développé au milieu du XIXe siècle comme un moyen de surmonter l'expérience traumatisante de l'oppression. Il a ensuite évolué en une danse de guérison sous l'occupation britannique, bien que frappé d'interdiction par les missionnaires chrétiens. La possession par les esprits de Vimbusa permettait aux gens d'exprimer leurs problèmes psychologiques ou tourments de façon acceptée et comprise par le reste de la communauté. Nous venons d'écouter un extrait du reportage sur le Vimbusa, danse de guérison chez le peuple Tumbuka du Malawi. Ce reportage qui a été réalisé par l'UNESCO en 2008. Sandra, est-ce que tu as envie de réagir à ce reportage, à ce qu'on a entendu sur ce type de danse de guérison? Moi, ce que je retiens surtout, c'est la notion de spontanéité, en fait, d'immédiateté. La danse effectuée par la personne est immédiatement comprise, ressentie par le groupe qui l'entoure et il me vient la notion d'empathie kinesthésique. En fait, le groupe voit et ressent la danse effectuée par la personne et la personne, à son tour, se sent vue et comprise. Est-ce que ça rejoint un peu la notion d'effet cathartique qu'on peut retrouver dans le théâtre antique? Ah oui, je crois, oui, 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 oui. C'est une compréhension du monde qui passe par l'artistique, par quelque chose situé presque au-delà du langage verbal. Alors même si, évidemment, dans le théâtre, ce sont les mots qui sont utilisés, mais il y a aussi le corps qui est en jeu. Et finalement, il y a une utilisation des mots dans le jeu théâtral qui, à mon sens, est aussi quelque chose de très spontané et direct, comme la danse. Il y a quelque chose aussi, du coup, dans ce qu'on a entendu, comme si effectivement le danseur va guérir peut-être aussi d'autres membres du groupe, va exorciser un peu le traumatisme aussi collectif. Enfin, moi, j'ai entendu ça aussi dans ce documentaire. Et effectivement, c'est ce qui m'a fait penser à l'effet cathartique, parce qu'il y a quelque chose aussi un peu d'une identification à celui qui souffre dans le théâtre. Là, dans le Vimbusa, on retrouve, je trouve, quelque chose de ça, avec une identification au danseur qui va exorciser peut-être son traumatisme, en tout cas un traumatisme collectif, puisque là, on parlait de cet aspect-là. Oui, oui, tout à fait. C'est l'idée que le danseur représente aussi les mots du groupe, comme si les mots du groupe s'étaient concentrés en cette personne-là, mais que le groupe était conscient que ce mal ou ces mots portés par la personne étaient finalement aussi partagés par toute cette société. Et il était du coup évident d'exorciser ce mal à travers le groupe qui le portait également. Est-ce que tu as la sensation que
dans nos sociétés, le corps est plutôt un corps qui doit être en mouvement. Oui, oui. Aujourd'hui, l'inertie n'est pas très bien vue dans notre société. Le corps, effectivement, doit être en mouvement, doit produire du mouvement. Et c'est un mouvement qui est la plupart du temps fonctionnel, dans le sens de la santé, de l'esthétique, du transport d'un point A à un point B. Cela questionne notre rapport au temps, à la productivité de notre corps en action, aussi à la conformité aux normes esthétiques, ce dont parle très bien Marie dans le dernier podcast. Et toi, est-ce que tu travailles autour de cette question? C'est-à-dire, effectivement, du coup, tes patients, ils viennent en danse-thérapie avec forcément ces représentations et ces normes en eux autour du fait que leur corps doit être en mouvement, il doit être dans un mouvement fonctionnel. Comment tu travailles ça, toi? Est-ce que tu le travailles? Est-ce que tu le déconstruis? Les personnes qui viennent à moi ont déjà fait la moitié du chemin, je pense. Il y a voilà, déjà un intérêt pour le mouvement qui serait autre que fonctionnel, un mouvement créatif, artistique. Après, c'est vraiment une question sociétale. Ce rapport que nous avons au corps qui doit performer, qui doit nous suivre, qui se doit de rester en bonne santé. Voilà, ce sont des contraintes, des obligations très fortes qui justement mettent le corps à mal, très souvent. Là, on voit un peu le versant, je dirais, négatif du mouvement du corps, parce qu'on est dans un mouvement qui est très contraint, un rythme aussi de ce mouvement qui est très contraint. Comment, à l'inverse, du coup, en danse-thérapie, le mouvement du corps peut devenir thérapeutique? En danse-thérapie, le mouvement va chercher à exprimer quelque chose, soit de son imagination à soi, soit d'images qui nous viennent, là pour le coup, de moi. Si moi, danse-thérapeute, je donne une image, par exemple, de nature ou d'arbres devant dans les feuilles, la personne va se mettre en mouvement avec une qualité de mouvement qui va essayer de reproduire ça, ou bien elle va bouger en fonction de son ressenti en imaginant cet arbre en mouvement, par exemple. Là, on s'éloigne immédiatement du fonctionnel, finalement, de cette traduction en mouvement d'un besoin, d'une envie, d'une idée, d'une image, va venir le plaisir. À mon sens, il y aura toujours une part libératrice à travers le mouvement dansé. Je vous propose d'écouter Benoît Lesage, qui est médecin, danseur et formateur en danse-thérapie. Il est entre autres l'auteur de l'ouvrage La danse dans les processus thérapeutiques et qui est ici interviewé dans l'émission Faut pas croire, alors ici plus spécifiquement sur la danse qui soigne, et qui est diffusée en décembre 2019 sur Radio-Télévision Suisse. Par rapport à d'autres formes d'art-thérapie, parce que l'art-thérapie comprend la danse, mais pas seulement, on peut aussi travailler à travers la peinture, à travers la musique. Peut-être qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la danse? Le corps, ce qui n'est pas rien, puisque le corps, c'est quand même notre identité, c'est notre façon de construire aussi notre pensée, nos émotions, notre vie psychique, tout ça dans l'interaction. Donc, je crois que c'est quand même ce médium-là qui fait que la danse a une place particulière, pas au-dessus que les autres, mais elle a cette spécificité de travailler sur ce médium qu'est le corps. J'ai un corps, mais je suis aussi un corps. Enfin, il y a cette ambiguïté permanente. Et dans la danse, on est finalement dans un processus permanent de poétisation du corps. Hein, on sort de la trivialité du geste utilitaire, pour arriver à un autre niveau, on va dire, qui nous amène à la danse. Une réaction, Sandra, à ce qu'a évoqué ici Benoît Lesage sur la danse-thérapie? Eh bien, il le dit très justement, on a un corps, on est un corps, ce qui est finalement à la fois merveilleux et très simple, et en même temps d'une grande complexité parfois. C'est pour nous, danse-thérapeutes, de proposer cet outil de la danse qui va passer par le corps de la personne
et par notre corps également pour l'accompagner vers un mieux-être. Les danses-thérapeutes sont des danseurs qui pratiquent depuis un moment, en général, leur art, et donc ça a quelque chose de très accessible. Et d'un autre côté, on rencontre un corps nouveau avec une certaine façon de bouger, des capacités motrices qui lui sont propres, et comment arriver à rendre notre outil que nous connaissons si bien accessible. Et Benoît Lesage parle également de la poétisation du corps. Je trouve que c'est assez intéressant et j'associe la danse à la fois à un sport, donc il y a quelque chose d'un peu performatif, hein, je vais le dire comme ça, et à la fois effectivement à quelque chose d'artistique. Alors, dans la danse-thérapie, j'imagine qu'on est encore à un autre endroit. Oui, voilà, mais c'est vrai, ça contribue, ça participe à cette activité qui se sert d'un outil qui est à la fois un art, un langage et puis une activité physique. Et tout ça s'entremêle pour être soutenant auprès de la personne. Et d'ailleurs, c'est étrange, mais selon les personnes, je vais avoir tendance à utiliser la danse plutôt comme un langage, comme si à travers les gestes dansés, il y avait voilà, un sens immédiat à découvrir, à comprendre. Avec d'autres personnes, on va passer par l'activité corporelle, un peu le côté activité physique avant tout. Avant d'arriver à créer une alliance thérapeutique, ça peut mettre du temps. Et puis, avec d'autres personnes, ça va être le côté artistique qui va être développé en premier, donc un travail chorégraphique dans un premier temps, avant d'arriver aussi à quelque chose de plus thérapeutique. Et parfois, c'est vrai que ce sont 3 entrées différentes dans mon travail. Tu parles du langage. Moi, j'ai presque entendu le langage thérapeutique de la danse. Enfin, j'ai l'impression que l'objectif central, il est là, finalement. Oui, effectivement. À travers la danse-thérapie, l'outil, c'est la danse, le corps en mouvement. Mais l'objectif est tout de même d'arriver à un certain niveau de symbolisation, d'inscription de l'expérience de la danse qui est éphémère par essence, que des mots viennent s'inscrire sur le vécu de cette expérience et qu'à travers ça, il en reste quelque chose et qu'on peut construire de séance en séance là-dessus. Les mots vont d'ailleurs voilà, influencer mes propositions et il y a ici véritablement un dialogue entre le corps et les mots qui viendraient se poser sur le corps et le corps en mouvement. Quand on parle du mouvement du corps en mouvement, moi, c'est vrai que spontanément, ça me fait associer au mouvement émotionnel. Ça me fait associer au mouvement dans le temps, donc effectivement le passé, le présent, l'avenir, mais aussi le corps dans l'espace, le corps qui peut voyager parfois tout au long d'une vie. Est-ce que c'est des notions qui font écho, je dirais, à la pratique peut-être plus symbolique, hein, du coup, de la danse-thérapie? On peut le voir comme un voyage, comme une découverte en fait, avec tout ce qui peut jalonner ce voyage en termes de mots justement posés sur l'expérience et bien sûr de souvenirs associés à certains ressentis. Donc là, voilà, il y a le passé qui vient évidemment se greffer au travail de l'ici, maintenant. Et puis le futur aussi, des perspectives, des attentes. Je pense que ça peut symboliquement être reflété dans le travail. Je pense à la dépression, par exemple. Est-ce que la danse-thérapie peut amener quelque chose d'une remise en mouvement émotionnel? Oui, je pense que oui. Si la personne a l'envie à un moment de venir vers cette pratique, à nous, danse thérapeute, de soutenir
ce désir initial et d'accompagner la personne, de rétablir le plaisir à se mouvoir, de raviver une pulsion de vie mise à mal dans la dépression. J'ai dit en début d'émission que tu travaillais avec un public exilé. Donc là, du coup, moi, ça me fait associer au mouvement migratoire, hein, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette question, justement, du mouvement migratoire et du mouvement dansé? Comment tu travailles dans cette association? Comment tu travailles avec cette question de la migration avec la danse-thérapie? Oui, alors je travaille pour ce projet au sein d'une équipe de 6 intervenants et nous animons en binôme des ateliers d'expression artistique auprès de personnes exilées, certes, mais aussi d'autres habitants de la région nantaise. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un espace où les personnes peuvent se rencontrer. Donc les personnes récemment arrivées à Nantes et qui sont fragilisées par leur parcours jusqu'à leur arrivée à Nantes. Et puis, d'autres habitants de la région nantaise qui viendraient à leur rencontre. Il n'y a pas d'objectif thérapeutique pour ce groupe-là, car voilà, c'est un groupe ouvert, donc c'est sans inscription et c'est gratuit. Malgré tout, nous veillons au maintien du cadre accueillant et bienveillant de l'activité. C'est important que les personnes se sentent en confiance au sein du groupe et qu'il y ait encore une fois une part de plaisir. Donc le corps des personnes exilées récemment arrivées à Nantes et a souvent été malmené pendant le voyage et l'est encore dans le pays d'arrivée. Le corps est aussi très souvent ce qui reste à la personne. Donc c'est ce qui lui est propre. Donc il faut partir de ses capacités, de cette pulsion de vie qui pourrait surgir pendant les explorations artistiques de cet atelier. Et puis, là encore, malgré la barrière de la langue, il est possible de faire des retours en fin d'atelier, voilà, sur les ressentis, sur la façon dont ils ont vécu l'atelier. Parfois, c'est traduit par les autres participants, mais symboliquement, donc c'est aussi inscrire chaque participant à l'activité, ne serait-ce qu'en disant son prénom et en associant parfois un geste au prénom repris par le groupe. On a senti que c'était vraiment porteur. Aussi l'inscription au-delà des ateliers, parfois à des sorties culturelles. Donc on essaye un petit peu d'élargir cette action pour faciliter l'accès à des activités artistiques ou culturelles autres qui ont lieu sur le territoire nantais. Epsilon, tu as travaillé avec d'autres collègues, hein, de l'association autour du projet J'écoute mon corps, qui a été financé par la ville de Nantes et par le département et qui a permis à un groupe de femmes victimes de violences de travailler autour de l'expression de soi et autour de la réappropriation de son corps également. Du coup, quelle place la danse-thérapie avait dans ce projet-là? La danse-thérapie intervenait en début de cycle, suivi ensuite par la musicothérapie, puis l'art-thérapie. Alors, les ateliers ont tous été animés en binôme avec une psychologue. Il s'agissait vraiment, à travers ça, d'offrir un espace très contenant et sécurisant pour ces femmes et de les amener, comme tu as dit, vers une réappropriation de son corps par des appuis plus solides, par exemple, dans le sol, et aussi le sentiment d'unité corporelle avec un travail axé sur le contour du corps, les limites du corps, et puis aussi une aisance accrue dans la motricité, dans son expressivité gestuelle. Il y avait aussi question de l'investissement de l'espace en prenant compte l'espace personnel de chacune d'entre elles. Et puis aussi, évidemment, un travail sur le rythme des mouvements. Mais je dirais que la danse-thérapie au sein de ce projet a permis
un premier contact avec le corps, avec son corps et en fait une première enveloppe symbolique du corps et de cet espace personnel à préserver autour de soi avant d'entrer dans une phase de travail peut-être plus en profondeur avec la musicothérapie, puis ensuite l'art-thérapie et le travail d'écriture. Ça me fait associer avec les enveloppes psychiques de Anzieux ou le moi-peau de Anzieux, effectivement, qui est une notion assez intéressante autour de la peau investie donc de différentes fonctions, mais notamment de contenance, de limite entre le dedans et le dehors, et effectivement qui peut avoir une fonction de protection et aussi effectivement d'unité par rapport à ce que tu disais, l'unité du corps global, etc. Et c'est vrai que quand une personne a été fragilisée, quand une personne a été malmenée dans son corps, mais ça peut être aussi sur le plan psychique, parce qu'il y a un lien toujours très fort entre le corps et le psychisme. Mais là, en particulier, ce public de femmes victimes de violences, on sait qu'il y a souvent du traumatisme, en tout cas associé. Du coup, on voit comment la danse-thérapie ici est venue peut-être reconstituer quelque chose d'une enveloppe psychique qui aurait pu être trouée, abîmée, perforée peut-être par ces traumatismes. La danse-thérapie a permis à ces femmes de se reconnecter au corps, d'en éprouver les limites, le contour, l'unité, comme tu disais. Anzieux, voilà, parle de la contenance, la fonction de contenance de la peau. Et ce vers quoi j'ai essayé de tendre aussi, mais très prudemment, c'est l'aspect interrelationnel finalement de cette peau qui contient, mais aussi qui est en contact avec l'extérieur et qui est menée à rencontrer l'extérieur d'une certaine façon. Il a beaucoup été question de la peau et des différentes enveloppes qui peuvent entourer le corps de façon imaginaire et préserver donc cet espace personnel afin que la rencontre avec l'autre soit possible. 3 fois par semaine, pendant 3 mois, M. Marchand a participé à l'étude de Louis Bérère. Vous êtes là, bien caché, comment ça va? Une étude qui vise à mesurer les bienfaits de la danse-thérapie chez les personnes âgées. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur la personne dans son entièreté. Donc, son bien-être psychologique, sa qualité de vie, son stress, son sommeil aussi, ses symptômes dépressifs, son anxiété et son bien-être cognitif. On veut voir aussi si on va augmenter leur mobilité, leur qualité de marche, par exemple. Our balance, we're challenging our balance. Je dirais au niveau de l'équilibre, moi, j'ai fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Se tenir sur une jambe, là. Plus on s'active, plus on trouve des ressources. Des fois, c'est des questionnaires que vous aviez à remplir, puis on voit là que... C'est jour de résultats pour Olivier. On a vu 2 choses assez intéressantes. Au niveau de la mobilité, en fait. C'est parti. Donc, votre capacité de marcher s'est améliorée beaucoup. Je vais vouloir que vous fassiez un test d'échantillonnage de salive à la maison. Puis, on a vu aussi dans une mesure physiologique précise qui permet de documenter le niveau de stress chronique. Donc, ça veut dire une amélioration au niveau du stress. Des gens qui étaient avec moi, ils ont remarqué que j'étais de plus en plus détendu. Des résultats stimulants pour Olivier et pour tout le groupe, car le stress est aussi très présent dans la vie des aînés. Un extrait du reportage Danser pour se soigner diffusé sur Radio-Canada en mai 2017 dans l'émission Remue-Ménage. Alors Sandra, tu travailles, là aussi je l'ai dit en début d'émission, avec également des personnes âgées ou également des aidants. Ce qu'on a entendu là dans ce reportage, est-ce que c'est des choses que tu retrouves dans ta pratique avec les personnes âgées? Oui, oui, bien sûr. Et c'est aussi ce qui les préoccupe beaucoup. Parfois, il y a des moments
difficiles, de dépression, surtout après la période que nous venons de vivre, un isolement, un vécu difficile de cet isolement. Il y a aussi toutes les facultés cognitives, de concentration, de mémorisation. Donc ça, il va en être beaucoup question pendant la présentation de mon activité. J'ai le droit à beaucoup de questions à mon arrivée au sein des résidences. Il est important donc pour moi de rassurer sur le fait qu'on va y aller très progressivement, que peut-être dans un premier temps, on va axer les séances sur l'équilibre, le maintien de l'équilibre, comment adapter le corps pendant la marche, à chaque pas, avec appui sur le dossier de la chaise par exemple, ou assis. Donc mon approche dans un premier temps va être assez pédagogique avec un guidage pas à pas sur des notions d'équilibrage ou d'équilibration. Enfin, ce sont des termes un petit peu techniques, mais en fait, c'est comment ne pas perdre l'équilibre ou se rattraper lors de la marche, par exemple, qui est un déséquilibre permanent finalement, avoir des mouvements qui mettent en sécurité, comment sentir les appuis et préserver les niveaux de mobilité chez les personnes avant peut-être d'arriver à des explorations plus sensorielles, voilà, avec des ressentis recherchés et des imaginaires plus poussés. Du coup, on a exploré un petit peu les différentes actions que tu as déjà menées. Est-ce qu'il y a des projets en cours pour toi? Oui, alors en ce moment, nous travaillons sur un projet d'atelier de musicothérapie avec Lara Vakim et de danse-thérapie pour nourrir le lien familial. Et donc, ces ateliers auront lieu en binôme pour chacune de nous avec une infirmière puéricultrice qui est Élise Darcy, donc pour le côté observation et accompagnement familial. L'idée est d'offrir aux parents et à leurs enfants, leurs petits-enfants, un espace pour favoriser et valoriser les compétences parentales, le lien parent-enfant, des moments pour encourager le partage et le plaisir, finalement des moments pour renforcer les interactions. Ça, du coup, c'est vraiment en construction, en projet. Si on parle de ton activité, on va dire actuelle, hein, du coup, à Epsilon, on peut parler peut-être du stage Se reconnecter à soi par l'expression corporelle, qui aura lieu le 18 juin donc 2022, de 10h à 17h à la maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars à Nantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce stage pour donner envie à nos auditeurs et nos auditrices d'y participer? Alors l'idée de ce stage, c'est vraiment de redonner sa place à notre corps, souvent oublié ou mis de côté pour des raisons pratiques, pour des raisons d'efficacité, de productivité. Ce stage sera le lieu pour s'exprimer autrement que par le langage verbal. Ce sera aussi un lieu pour solliciter le corps et l'esprit dans la mise en mouvement, aussi un lieu pour se détendre et éloigner un peu le stress que peut représenter la vie quotidienne, et puis prendre conscience de ses capacités corporelles aussi. On va aborder donc notre relation aux autres à travers le mouvement, bien sûr. Et puis, chaque participant, participante pourra donc évoluer à son rythme au sein du groupe dans un espace sécurisant. Du coup, pour terminer cette émission, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils de lecture? Alors oui, comme nous avons entendu Benoît Lesage tout à l'heure, je conseillerais Jalon pour une pratique psychocorporelle de 2012. Donc là, il s'agit vraiment de tous les outils qu'il a mis en place pour un projet qu'il soit pédagogique ou thérapeutique. Il réfléchit sur la place du corps dans ses structures fondamentales. Il parle du dedans, du dehors, du
poids, des appuis, de l'axialité. C'est très riche, c'est très argumenté, très détaillé. Il explore vraiment les fondements et les enjeux du travail psychocorporel, à mon sens. J'ai beaucoup aimé le livre du contre-transfert corporel, une clinique psychothérapique du corps, et ça c'est de Catherine Potel en 2015. Donc en fait, elle interroge le travail du thérapeute qui écoute le corps de l'autre avec son corps, son regard, ses perceptions aussi. Et elle parle de cette notion donc de contre-transfert corporel qui représente le cheminement interne du thérapeute à travers le corps. Et puis enfin, il y a le livre Exercices fondamentaux de Bartenieff, une approche par la notation Laban de Loureiro et Chaleas, qui sont des théoriciennes du mouvement et qui ont travaillé sur ce dialogue avec son vécu du mouvement. Il faut savoir que Bartenieff, donc, comme je l'ai dit plus tôt, elle est elle-même imprégnée des recherches de Rudolf Laban, parce que c'était une de ses élèves, et donc elle étudie beaucoup la relation entre le corps et l'espace, les changements de la forme, l'expressivité du mouvement. Un livre très intéressant si on veut creuser la question des outils. Merci beaucoup Sandra pour ces conseils de lecture et pour tous ces apports autour de la danse-thérapie et autour du corps en mouvement. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode du corps en thérapie. Merci beaucoup Lauriane pour m'avoir invitée à participer à ce podcast. Vous venez d'écouter une émission présentée par Lauriane Pérez avec Sandra Wall, danse-thérapeute. Cette émission est enregistrée en mai 2022 à Nantes. Durant ce podcast, vous avez entendu des extraits de reportages. Quand le corps nous parle sur France 3, le Vimbusa par l'UNESCO, la danse qui soigne sur Radio-Télévision Suisse, Danser pour se soigner sur Radio-Canada. Mais vous avez également pu écouter la chanson Je danse de Kibongo. À bientôt pour un nouveau podcast d'Epsilon. Je danse pour soi-même car je danse tout seul. La musique m'entraîne, la vie qui est en moi tourne. Des cercles solitaires pour un Dieu inconnu. Le sourire aux lèvres car le pouvoir se meut. Les fils invisibles qui nous mettent debout, la puissance qui s'échappe se dresse. Le désir qui se traduit par mon corps qui s'anime et mes mains qui dessinent des courbes arabesques. Je suis bien, je danse. Pour soi-même tout seul. Je danse. Pour soi-même tout seul. Je danse. Je danse. Pour soi-même tout seul. Je danse. Je danse pour soi-même tout seul.